Et si le problème n'était pas vous, mais le modèle? Des objectifs irréalistes façonnés par une société qui en demande toujours plus. Aujourd'hui, être parent, c'est comme être inscrit d'office à Top Chef. Pression 3 étoiles, recettes pédagogiques à suivre à la lettre, cuisson émotionnelle irréprochable, ni trop ferme, ni trop tendre, un timing impossible en surveillant que rien ne tourne au boudin, et un jury qui hausse en permanence les sourcils. C'est épuisant. Et si on arrêtait de viser l'étoile Michelin du parent parfait pour simplement partager une assiette de pâtes et une relation avec son enfant? Ce havre d'apaisement existe, oui, mais pour y arriver, il faut d'abord faire un détour pour mieux comprendre le piège des normes éducatives. Allez, je vous emmène à la COP26. Bonjour à tous, bienvenue à la COP26, la commission officielle de la pression parentale, en charge de délivrer le marquage CE sur le front des parents jugés en conformité éducative. Mesdames, messieurs, membres du comité, inutile de vous rappeler l'importance des enjeux, car à travers notre vision se reflète le regard approbateur de toute notre société. Nous nous devons de la représenter au mieux, en observant la même condescendance, arrogance et intolérance, afin que la norme CE conserve tout son prestige moralisateur, pour que reste très limité le nombre de parents se sentant sereins, confiants et épanouis dans leur parentalité. Je me dois de rappeler, pour les nouveaux arrivants, que notre but premier n'est pas d'attribuer le CE, mais de veiller à bien culpabiliser tous ceux qui ne l'auront pas obtenu. Donc oui, nous allons devoir respecter un petit quota d'attribution, afin de maintenir une certaine tension et faire que chaque parent se sente insuffisant, même lorsqu'il pense avoir fait de son mieux. Veillons aujourd'hui à faire honneur à notre devise, culpabilité, anxiété, conformité. Je déclare la séance ouverte. Dossier 92 637. On va sortir de la COP26 parce que ça devient carrément absurde là. On en a assez entendu, je crois. Je vois pas l'intérêt d'en écouter davantage. On devine assez facilement le genre de critères d'inéligibilité futiles sur lesquels ils vont débattre, du genre le nombre de goûters pas fait maison, ni bio, ni zéro sucre, ou bien le pourcentage des jeux qui ne sont pas Montessori, en bois zéro plastique. Ce genre de détails, importants sur le papier, mais presque risibles en réalité, qui ne font que nourrir la culpabilité d'être des parents imparfaits, enfin des parents humains, en occultant totalement l'essentiel, l'amour, la sécurité et le respect. Oui, cette commission de la pression parentale existe réellement. Elle sévit tous les jours. À la sortie de l'école, dans les réunions de famille, dans les médias, autour des discussions anodines, au travail, entre amis, et même dans l'intimité, derrière les portes closes. Mais si, tu sais, c'est cette pression qui te murmure chaque jour ce que tu dois faire pour ne pas être regardé de travers, jugé, ni soumis aux remarques mal placées de ceux qui pensent savoir mieux que toi comment élever tes enfants. Cette pression qui, malgré ton agacement, finit quand même par te faire douter et influencer non seulement l'image que tu as de toi en tant que parent, mais aussi la manière dont tu te comportes avec tes enfants. Alors juste une petite question. À quel moment a-t-on commencé à élever nos enfants comme on nous l'a dicté, plutôt qu'en apprenant à les connaître ? Pour tenter d'y répondre, je vous propose de créer notre propre commission. Non, pas pour juger les parents, mais pour questionner les sources de cette pression parentale, les remettre en perspective, dans le but d'éclairer un peu les lanternes et surtout d'alléger le poids oppressant de cette charge mentale. Bienvenue à la CRIP, la commission de retour à l'instinct parental. Autour de la table aujourd'hui, 4 acteurs majeurs de la pression parentale. Monsieur Média, Madame Bienveillance, Madame Culpabilité et Monsieur Illégitimité, qui exposeront leur logique de conformité lunaire. Et puis 4 membres du comité, Madame Neurosciences, Monsieur Mécanisme Psychologique, Madame Conséquence et Monsieur Résistance, qui à leur tour prendront la parole pour faire atterrir les réflexions après leur voyage en orbite. Pour ma part, je présiderai cette séance, en gardant à l'esprit d'être la plus objective possible, tout en vous rappelant que parfois, l'absurdité du conformisme mérite tout de même de savoir prendre position. Ainsi démarre la séance. Commençons par l'une des causes du problème. Monsieur Média, la parole est à vous. Non. Votre mépris à mon égard est profondément injuste. Moi, je suis une véritable aubaine pour les parents. Vous vous rendez compte que grâce à moi, ils ne sont plus jamais seuls. Ils n'ont même plus besoin de tâtonner, même plus besoin de chercher à comprendre leurs enfants.
Quand ils ont un doute sur l'alimentation, j'ai 12 podcasts. Et sur le sommeil, 73 articles. L'éducation positive, la bienveillante, la totalitaire, la mi-douce, mi-ferme, la Montessori, la quasi-Montessori, la néo-Montessori. Vous voudriez quoi de plus? Je leur donne tout. Tous les jours, je leur apporte de nouveaux conseils, de nouvelles méthodes, de nouvelles opportunités de devenir de meilleurs parents, plus performants, plus compétents. Alors non, s'ils continuent de se sentir insuffisants, c'est pas de ma faute. C'est qu'ils n'ont pas encore consommé assez de contenu. Parce que croyez-moi, il existe forcément quelque part une méthode bien plus efficace que la leur. Alors surtout, n'oubliez pas de lire mon dossier spécial d'aujourd'hui, les 10 erreurs que tous les parents font sans le savoir. Vous ne voudriez quand même pas passer à côté de la chance de vous améliorer. Oui, merci, monsieur Média, pour cette générosité sans limite. Pour cette abondance d'informations confuses et contradictoires qui nous éclairent autant qu'une ampoule grillée au fond d'un couloir sans fenêtre. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant accès à l'information, et coïncidence, on n'a jamais été aussi anxieux. Ce n'est pas d'information dont on manque, mais d'air, qu'on nous laisse un peu respirer. Parce que dans cet océan de recommandations éducatives, on peut vite perdre pied. Au début, on ne s'en aperçoit même pas. On trouve cet océan fascinant, presque magique, débordant de solutions. On peut y nager pendant des heures, persuadé d'y trouver toutes les réponses. L'eau paraît rassurante, apaisante. Mais pendant qu'on s'extasie à la surface, on oublie tout ce qui dérive sous la ligne de flottaison. Et la première chose à sombrer, c'est l'instinct parental. Oui, parce que ce raz-de-marée de méthodes clés en main a tendance à considérer les enfants comme des meubles en kit. Oui, une sorte d'IKEA de l'éducation. Et finalement, ce ne sont plus vraiment des méthodes, mais des notices d'utilisation. On sort de la maternité avec sa petite table basse encore emballée dans son plastique bulle, et il n'y a plus qu'à suivre les étapes de montage, en espérant que le produit fini sera à peu près stable et symétrique. Évidemment, le problème c'est que les enfants ont la fâcheuse habitude de ne pas ressembler au schéma. Mais peu importe, la notice dit que tous les meubles se montent pareil. Alors si jamais ça grince, s'ils pleurent, c'est sûrement qu'on a mal suivi l'étape 6B. Le comble de l'ironie, c'est que plus la notice est épaisse, plus le parent doute. Plus il doute, plus il serre la vis. Et plus il serre la vis, plus la relation grince. Sans doute parce qu'un enfant n'a jamais été un meuble sur les doigts. Il ne se monte pas, il se rencontre. Et ça ne se fait pas avec une clé Allen. Et pendant que notre instinct parental plonge dans des profondeurs abyssales, nous, on continue de nager à la surface en se disant que, quand même, on a de la chance d'avoir accès à autant de conseils gratos. Ok. Donc si je comprends bien, on part du principe que tout ce que je propose est forcément anxiogène et que mon contenu ne peut strictement rien apporter de bon, c'est ça? Bon, si, bien sûr, il pourrait l'être. Parfois, s'il était clairement présenté pour ce qu'il devrait être, c'est-à-dire une piste de réflexion et pas un protocole figé. Pas un manuel éducatif qui laisse entendre que si on ne l'applique pas à la lettre, on se moque du bien-être de nos enfants. Et comme si les médias ne suffisaient pas, par-dessus ça on empile l'école, qui nous rappelle à chaque mot dans le carnet combien nous sommes imparfaits, la famille, qui remet en question chacune de nos décisions dès qu'elles s'éloignent un tant soit peu de leurs propres schémas éducatifs, les autres parents, qui ne peuvent pas s'empêcher de comparer leur table basse à la nôtre, et qui nous font toujours bien comprendre, l'air de rien, que la leur est bien plus stable. Et puis le travail, qui ne manque jamais l'occasion de nous faire culpabiliser au moindre congé enfant malade. C'est vrai qu'après une nuit blanche à surveiller 42 fièvres, il y a évidemment rien de plus réconfortant qu'un mail salé du patron qui t'explique comment mieux t'organiser alors que t'as même pas encore eu le temps d'enlever le vomi de tes cheveux. Alors forcément, tout à coup, cet accès illimité à tous les conseils du monde devient nettement moins sympathique. Oui, monsieur mécanisme psychologique, vous souhaitez intervenir ? Oui, au fond, céder à la pression des exigences sociales, ce n'est pas un manque de volonté ou de personnalité, c'est simplement humain. C'est le résultat de mécanismes cognitifs automatiques profondément ancrés dans notre cerveau social qui nous incitent à rechercher le sentiment rassurant de faire comme il faut. Oui, mais faire comme il faut devrait vouloir dire faire de son mieux, et non faire comme tout le monde, non ? Bien sûr, mais d'un point de vue cognitif, c'est bien plus épuisant. La parentalité, c'est un numéro d'équilibriste sur un fil tendu au-dessus du vide. C'est jongler en permanence avec l'imprévisible et l'incertitude. Cognitivement, c'est un marathon couru en tongs. On se réévalue à chaque pas. Alors pour garder l'illusion de contrôle, on cherche des béquilles, des règles et des méthodes sur lesquelles s'appuyer. On se dit que si on les applique comme il faut, tout ira bien. Mais ça marche rarement,
Parce qu'un enfant n'est pas en demande d'un parent parfait. Ça, c'est uniquement la pression qu'on s'impose à nous-mêmes. Et pendant qu'on court en s'usant les chevilles avec nos tongs, on oublie de s'accorder un peu d'auto-empathie, d'indulgence et de droit à l'erreur. Et au final, cette quête de contrôle absolu finit par nous couler dans le moule des prescriptions sociales plutôt que d'observer les besoins réels de nos enfants. Oui, ça paraît logique. D'autant plus que la peur du jugement est un facteur bien plus déterminant qu'on ne veut bien l'admettre. On crie partout qu'on se fiche de la vie des autres, mais en réalité, notre cerveau est physiologiquement programmé pour traiter le rejet social comme un danger réel, presque comme une douleur physique. Oui, c'est un fait. Être jugé dans son rôle de parent active les circuits du stress, du sentiment de honte, de l'hypervigilance et du besoin urgent de réparer son image. Alors en présence d'une menace imminente de jugement, on adopte souvent des comportements qui ne nous ressemblent pas, parce qu'on n'agit plus pour être aligné, mais pour se sentir validé. Oui, c'est comme ça qu'on arrive à en interdire à notre ravioli, qui d'habitude gambade librement, de ne pas s'éloigner de plus de 3 mètres dès qu'il y a d'autres parents autour. Pas par peur de le perdre de vue, mais par peur qu'on nous trouve négligents. C'est aussi comme ça qu'on en arrive à se justifier pour tout, pour la moindre décision, le moindre haussement de ton, le moindre écart au plan social établi. Ça donne des scènes lunaires du genre « D'habitude, je laisse jamais mon enfant manger de sucre, hein, mais bon, là c'est son anniversaire, alors je lui accorde 3 mm de gâteau. Mais ce soir, c'est bâtonnet de carottes, chou-fleur et quinoa, hein. Bon. » Quand on y pense, c'est presque absurde, cette manière qu'a notre cerveau de saboter son propre système. De s'ajouter des lignes de codes inutiles dans son programme déjà saturé. On s'évertue à empiler des contraintes de conformité sur une architecture fragile en surcharge parce que oui, il faut être multitâche, tout anticiper, compenser le manque de sommeil, courir après le temps, absorber la charge émotionnelle, le poids de la charge mentale. C'est comme jouer à Tetris avec nos obligations, on essaye de tout imbriquer pour garder l'équilibre, mais la cadence s'accélère et les pièces dégringolent plus vite que notre patience. Et c'est généralement à ce moment-là que la surtension arrive. Le système dépasse ses capacités, alors le générateur de secours se déclenche et le cerveau bascule en mode pilotage automatique. Dans ce mode, il ne cherche plus la solution, la plus juste ou la plus créative, seulement la moins coûteuse en énergie mentale. Alors il prend des raccourcis et bien souvent, il choisit la conformité. Et c'est dans ce contexte que certaines méthodes éducatives se propagent à grande vitesse, relayées massivement sur les réseaux sociaux jusqu'à redessiner le visage d'une génération entière. On a pu le voir ces 10 dernières années avec la vague de l'éducation bienveillante qui d'un seul coup n'a plus été une boussole parentale, mais un baromètre pour se mesurer les uns aux autres. Oui, disons-le clairement, on n'a pas utilisé les principes de l'éducation positive pour élever nos enfants, on s'en est servi pour formater des petits CV sur pattes de 90 cm qui vanteraient nos mérites de performance pédagogique. Raté. Pendant qu'on peaufinait notre image, cette génération est devenue l'une des plus rongées par l'anxiété et la fragilité mentale. Pour la bienveillance, on repassera. Oui, mais enfin bon, ça c'est parce que personne ne m'a vraiment écouté. Eh bien, essayons d'y remédier. Madame Bienveillance, nous vous écoutons. C'est Instagram qui a fait de moi un hashtag tendance, à force de me brandir comme un argument marketing en déformant totalement le sens de ce que je suis. Et depuis, on m'accuse de tout. De fabriquer des enfants rois, d'avoir supprimé le mot non du dictionnaire et carrément d'avoir personnellement causé l'effondrement de l'autorité parentale. Mais moi, je n'ai jamais dit « laissez-les tout faire », j'ai dit « écoutez-les ». Je n'ai jamais dit « pas de limites », j'ai dit des limites expliquées, nuances. Trop subtil, apparemment. On vous sent en colère, madame. Une colère difficile à réguler, même pour vous. Non, je ne suis pas en colère. Je me sens frustrée. Oh, et puis si, en fait, je suis en colère. Parce que si on ne m'avait pas transformée en produit marketing, j'aurais réellement pu servir à quelque chose. J'aurais pu aider à construire des repères éducatifs solides, de vrais ancrages, pas des slogans. Et peut-être qu'aujourd'hui, la génération alpha se sentirait bien moins paumée socialement. Parce que moi, ce que je vois, ce sont des millions de jeunes en détresse psychologique, accros à leur portable, en pleine crise identitaire. Tout ça parce que votre obsession du beau, du propre et du parfait vous ont fait confondre bienveillance, laxisme et négligence. Une petite précision pour replacer dans le contexte, peut-être. Le laxisme, c'est donner trop de liberté sans cadre clair. L'enfant avance alors sans repère pour construire son sens des responsabilités.
La négligence, c'est à la fois le manque de règles et de soutien, qui crée un sentiment d'abandon et fragilise la sécurité affective. Alors que la bienveillance, elle, est à la fois exigeante et encourageante. Elle pose de vraies limites, qui sécurisent, qui font grandir et qui soutiennent l'autonomie. Et oui, hein, rien à voir avec ma caricature de licorne pédagogique qui applaudit pendant que les enfants repeignent les murs au feutre indélébile en les félicitant d'exprimer leurs émotions. Mais non, ça c'est pas moi. Mais bon, peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être qu'un jour on arrêtera de m'utiliser comme une norme moralisatrice ou bien un badge de vertu pour enfin me réadapter à ma juste valeur. Une base solide de sécurité affective. Eh bien justement, monsieur Neurosciences, votre recul scientifique pourrait sans doute nous apporter un éclairage complémentaire. Eh bien, effectivement, la relation parent-enfant n'est pas uniquement éducative, elle est aussi profondément biologique et physiologique. Lorsque la pression sociale qui s'exerce sur les parents devient trop forte, elle ne reste pas que psychologique, elle descend dans le corps et devient également un stress biologique. Et ce stress se transmet, on parle de contagion émotionnelle. Le cerveau de l'enfant, en particulier grâce au système miroir et au circuit limbique, capte automatiquement l'état émotionnel du parent. Avant même de comprendre les mots, il ressent la tension. Si le parent est anxieux, irritable ou épuisé, le cerveau de l'enfant se synchronise avec cet état. Concrètement, ça se traduit par une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, chez le parent, mais aussi chez l'enfant. Et le cortisol élevé de manière répétée perturbe le développement cérébral, en particulier le cortex préfrontal, la zone impliquée dans les fonctions exécutives comme l'attention, la régulation des émotions ou la mémoire. Autrement dit, plus l'environnement est tendu, plus le cerveau a du mal à apprendre à se réguler. Oui, et c'est là que le cercle devient toxique, parce qu'un parent sous pression, obsédé par l'idée de bien faire, interprète ses difficultés comme un échec éducatif. Alors il se met davantage sous tension, l'enfant ressent ce stress et la relation se rigidifie. Moins de sécurité affective, plus de contrôle et plus de culpabilité. Tout à fait. Plus le stress s'intensifie, plus on cherche à contrôler. Mais l'enfant n'est pas une start-up humaine que l'on doit optimiser. Il n'a pas besoin d'un parent parfait qui fera de lui une version premium. Il a besoin d'un parent suffisamment serein, imparfait, mais émotionnellement disponible. Réduire la pression parentale, c'est aussi offrir aux enfants les conditions dont ils ont réellement besoin pour grandir. Parce que ce n'est pas sous pression qu'on apprend à se réguler, mais en confiance. Oui, et je rappelle d'ailleurs que la COP26, chargée d'établir les normes de conformités éducatives, est officiellement sponsorisée par les montres connectées Moodbreak, qui reste aujourd'hui l'une des technologies les plus néfastes en matière d'éducation, symptomatique de cette obsession grandissante pour le contrôle absolu. Découvrez Moodbreak, la première montre connectée qui contrôle à distance les émotions de votre enfant. Grâce à l'application parentale MoodSync, configurez en un swipe le curseur émotionnel de la colère, la tristesse, l'excitation et plus de 40 autres émotions encombrantes qui compliquent votre quotidien. Ne vous sentez plus jamais dépassé. Reprenez le contrôle. Moodbreak, vos enfants, vos paramètres. Voilà, le summum du contrôle parental qui coupe l'alarme incendie parce qu'elle fait trop de bruit, la maison brûle toujours, mais au moins le salon, lui, est calme. Bon, profitons de cette pub pour faire une petite pause et nous retrouver pour la seconde partie de ce podcast, cette fois-ci dédiée à la charge mentale parentale, en cliquant sur la vidéo qui s'affiche en ce moment sur votre écran. A tout de suite.